un peu plus tonitruant, un peu plus officiel. Donc, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire sur l'IA et l'UX avec euh, le plaisir d'inviter Octavia Kawase de BPCE Financement. Alors, avant qu'on se présente tous les deux, je vais vous partager une toute petite note d'intention. C'est un webinaire, donc c'est quand même un format relativement court. On va essayer de tenir dans un créneau de 45 minutes, mais ça reste court. Donc, on va rester parfois, souvent, peut-être même à la surface de certaines choses. Ça peut être frustrant, on le sait, mais l'idée c'est de couvrir plein de sujets et de s'ouvrir les chakras ensemble et de vous faire réagir à la fin. C'est aussi une volonté d'être plus prospectif et comme toute bonne prospective, bah, on essaie de s'ancrer sur des choses qui sont réelles aujourd'hui et de les pousser, de les dérouler, de voir ce que ça peut devenir d'ici quelques années, tout en restant dans quand même du pratique et notamment avec des exemples et des chiffres qu'on pourra vous donner. Voilà, ça c'était pour la note d'intention. Ceci étant dit, eh bien, Octavia, à toi l'honneur. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter BPCE Financement, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Merci Thibaut. Donc oui, moi c'est Octavia Kawase. Je suis chef de projet études clients à BPCE Financement, qui fait partie du groupe BPCE, hein, Banque Populaire Caisse d'Épargne, deuxième acteur bancaire en France. Et nous, à BPCE Financement, on est une filiale qui produit des crédits à la consommation. On est d'ailleurs le premier acteur bancaire du crédit à la conso en France. C'est bon à savoir, je ne le savais pas, j'apprends des choses tous les jours. Et pour ma part, donc, je suis Thibaut Genen et je suis en charge des activités pour la France, pour le groupe Unguess. Et vous nous connaissiez peut-être avant sous le nom de Fairpexion, puisque c'est l'entreprise que j'ai créée en France il y a 11 ans et on a décidé de s'associer il y a un peu moins de 2 ans, pardon, avec une autre entreprise qui s'appelle Unguess, dont on a adopté le nom, avec l'idée de créer un groupe européen. Donc déjà, bah, ça c'est un élément qui était très fort pour nous, bien sûr, de passer de PME à groupe. Ça nous permettait de beaucoup plus assumer notre mission et nos expériences et nos ambitions, pardon. Et donc, quand on parle de mission, bah, nous, on est un peu le partenaire de vos expériences digitales ou omnicanales. En tout cas, c'est comme ça qu'on se positionne pour vous aider à évaluer et à optimiser ces expériences. Euh, Si vous nous connaissez, si vous connaissez Fairfection, ben, vous avez peut-être en tête la partie UX, la partie test utilisateur, peut-être éventuellement aussi la partie accessibilité. Et depuis qu'on a rejoint Unguess, en fait, l'idée c'est qu'on applique cette idée d'évaluer et d'optimiser à beaucoup plus de cas d'usage. Et donc, on va aussi vers la qualité logicielle, la cybersécurité et maintenant des cas d'usage dans l'IA dont je vais parler dans un instant. En termes d'ambition, ben, on a un positionnement qui est unique, qui est d'arriver à proposer ces solutions à nos clients à travers deux grands modes qui sont mixables, j'ai envie de dire. Ben, un mode plus produit, plus SaaS avec une plateforme de crowd testing boostée par l'IA, et puis des consultants experts voilà, qui interviennent sur des sujets super pointus, sur tous les sujets dont j'ai parlé auparavant, et puis qui nous permettent de pousser évidemment la plateforme. Et donc, ils peuvent réaliser des tests, des audits et des études en autonomie et ou avec cette fameuse plateforme. Alors quand on se parle d'IA, bah, nous on voit émerger déjà trois grands cas d'usage sur lesquels nos clients nous interpellent et nous donnent des projets. Donc le premier, c'est l'entraînement de modèles, c'est-à-dire qu'on a une capacité qui est unique, qui est de pouvoir sélectionner et envoyer des personnes interagir avec des modèles pour créer de la data, en fait, créer de la data propre qui va permettre de vraiment euh, kickstarter, si vous me passez l'expression, le modèle avant sa mise sur le marché et de lui donner aussi une surface qui est plus profonde, une profondeur, pardon, par rapport à un jeu de données lambda venant d'Internet. Évidemment, bah, l'étape d'après, c'est toute la partie évaluation. Et cette évaluation, elle est à deux niveaux. Elle peut se faire, l'évaluation par l'utilisateur, quel est le ressenti, quelle est la perception de l'utilisateur qui a utilisé le modèle.
Ça, c'est des choses qu'on a fait avec L'Oréal, mais on voit aussi, et on en reparlera, qu'on peut le faire sur une partie plus éthique, par exemple. Et puis enfin, on a quelque part les sujets les plus classiques pour nous, puisque c'est des sujets d'études. Comment réagissent les clients de nos clients, par exemple, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs craintes sur l'intelligence à propos de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose, pardon, qu'on a fait avec BPCE Financement et donc Octavia nous parlera tout à l'heure. Donc c'est juste pour expliquer pourquoi on est, voilà, on est très intéressé, on est investi dans ces sujets de plus en plus à travers notre produit, à travers les projets de nos clients, évidemment notre propre pratique, comme vous tous. Et donc, en réfléchissant à cette présentation avec Octavia, on s'est dit, voilà, on peut un peu séquencer les choses autour des trois mousquetaires, puisque comme vous le savez, les trois mousquetaires sont quatre. Et donc, on va couvrir l'IA, tout est IA, l'aspect synthétique, hein, ça va rester encore un petit peu mystérieux, mais pas longtemps, les impacts sur les interfaces, et puis l'aspect éthique que je viens d'évoquer. Alors, on va commencer avec tout est IA. Et on va commencer assez soft puisque la base aujourd'hui, enfin, on a tous découvert et on s'est tous formés depuis plus ou moins longtemps sur ces sujets à travers l'écriture de prompts. Pour probablement une grande majorité d'entre nous, on est devenus des prompt engineers, c'est-à-dire on est capable de faire des prompts qui font des prompts, on est capable d'utiliser plusieurs modèles qui se répondent, on est capable de sélectionner bien sûr des modèles en fonction de ce qu'on cherche à faire. Pour ceux qui sont attentifs à peut-être la consommation énergétique de l'IA, on va faire attention à la frugalité qu'il peut y avoir derrière en écrivant des prompts qui sont plus ou moins exigeants en fonction de la tâche qu'on cherche à faire, donc de demander un niveau de réflexion plus ou moins exigeant, voire ne pas faire appel à l'IA pour être encore plus économe, même si bien sûr une recherche, une requête sur Google, ça reste une consommation électrique. Et globalement, si on se rapproche de nos sujets UX et produits, on est devenu, on a été amené à travailler de plus en plus avec des IA ou une IA, si vous avez une IA préférée, qui est co-designer ou co-researcher, à qui vous demandez d'analyser des résultats d'entretien, des résultats de sondage, etc. Mais si on pousse un petit peu plus loin ce bouchon-là, en se projetant, hein, on vous a dit, l'idée, c'était un peu dans la perspective, on s'aperçoit qu'on va plus vers cette idée d'architecte IA, ou si vous me permettez l'expression, d'e-architecte, où on va en fait créer un système et ce système va pouvoir agir plus ou moins en autonomie avec plusieurs IA qui se répondent. Et donc on pourrait très bien être beaucoup moins dans le séquençage. J'écris un protocole, je fais je fais faire mes entretiens, bien sûr, je fais faire mon analyse, je fais faire mon rapport finalement à une séquence qui se déroule toute seule avec potentiellement plusieurs IA qui se répondent. Et on voit d'ailleurs déjà des possibilités, par exemple si on passe plutôt côté design, sur l'automatisation des design systems puisque là, l'IA en fait peut notamment vraiment bien gérer la couche de gouvernance en allant automatiquement extraire, mettre à jour, maintenir et distribuer les différents composants aux différents, comment dire, différents éléments de la chaîne de valeur, donc que ce soit dans un Figma ou pour un designer, que ce soit dans du code, que ce soit dans de la revue de communication sur un CRM, etc. Enfin, on voit que au-delà même souvent on parle d'IA et de productivité, là c'est même presque plus intéressant de parler de gouvernance potentiellement. Puisque je pense que si vous avez déjà dû à mettre en place ou à faire adopter un design system, vous savez à quel point ça peut être long et il y a des trous dans la raquette très souvent. Enfin, si on est honnête avec nous-mêmes, je trouve il y a quand même souvent des trous dans la raquette. Là, en fait, on a quelque chose qui permet de pousser beaucoup plus loin. Voilà, ça c'est un premier point en partant du simple prompt jusqu'à l'architecte. Euh, et toi, Octavia, voilà, chez BPCE, dans le groupe ou chez BPCE Financement, vous en êtes un peu où dans dans ce chemin entre les deux? Pour nous aussi, effectivement, l'IA, c'est très, très important, hein. C'est au cœur de tous nos sujets, quel que soit le corps de métier. Moi, personnellement, en tant que chargée d'études,
je l'utilise beaucoup, quasi quotidiennement. Je l'utilise moi plutôt sur la partie, comme tu disais, on divise beaucoup, on séquence beaucoup aussi maintenant notre manière de travailler. Moi, je l'utilise beaucoup en amont quand je lance des études, surtout pour m'aider à l'écriture de protocoles, de guides d'entretien, pour trouver un premier jet, pour me donner de l'inspiration, ou alors pour chercher des thématiques, tout ça. Je l'utilise énormément. Ça me fait gagner beaucoup en efficacité, en productivité. Et d'un point de vue groupe, enfin, le groupe pousse vraiment tous les collaborateurs à utiliser l'IA. Nous, comme on est un grand groupe bancaire, on a notre propre IA. Évidemment, on ne veut pas utiliser un IA qui est déjà existant. On fait très attention à la sécurité des données personnelles. Donc, on a notre propre IA. Donc, qu'on peut utiliser et on est tous formés à savoir bien prompter. Tu parlais du respect de l'environnement, de la frugalité, bah, c'est exactement ça chez nous, enfin dans le groupe même. On fait attention à bien respecter au mieux qu'on peut, donc savoir bien prompter pour pouvoir faire moins de prompts, moins d'aller-retour. Et aussi, dans notre IA, en fait, l'IA se base sur toute la documentation interne qu'on a et va pas faire des recherches à l'externe. Si on veut étendre notre recherche, parce que c'est possible, eh ben, c'est à nous, utilisateurs, de cocher une case pour dire, bah voilà, je veux que cette recherche s'étende à la toile. Et du coup, ça demande un clic supplémentaire parce qu'on veut vraiment respecter au maximum l'environnement. On a un groupe, hein, un département qui est dédié à l'IA dans le groupe et qui fait appel à nous. Moi, je viens les aider, par exemple, pour tout ce qui est veille de marché, pour savoir bah, comment on peut améliorer notre prototype. Dès qu'on a un besoin, nous, on peut justement parler à cette équipe pour dire, voilà, j'ai envie que l'IA elle se développe de telle et telle manière, j'en ai besoin. Et on va essayer de créer une équipe pour développer ça et pour vraiment être performant pour que demain, dans le groupe et à BPCE Financement, on sache utiliser de la meilleure des façons cette IA. Top, bah, merci. Voilà, bah, à vous de réagir sur le chat par rapport à vos propres usages, au propre niveau de maturité dans votre entreprise. Et donc, tu parlais de cliquer pour voilà, accéder à l'extérieur. Et donc, je vais prendre ce clickbait, puisque un des éléments que je trouve vraiment très prometteur, c'est le passage de la Gen AI à l'Agentic AI. Et ce passage, en fait, bah, concrètement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sort de la fenêtre de prompt, on sort de la discussion et on a des agents qui sont capables de cliquer pour nous. Alors, ça existe déjà dans des workflows qui sont écrits dans N8N, par exemple, ou d'autres. Mais ça peut aussi ça devient quelque chose qui est plus généraliste. Et ça passe par un navigateur agentique, en fait. Donc, la fenêtre de discussion avec le modèle se confond, entre guillemets, avec le navigateur qui va pouvoir interagir dans d'autres fenêtres. Très concrètement, là où avec la GenAI, a priori, vous vous arrêtez à tiens, est-ce que tu peux m'aider à prévoir mon séjour au ski dans 10 jours? C'est un peu court, 10 jours pour le séjour au ski, mais c'est pas grave, on va prendre quand même cet exemple. Je vais avoir des suggestions de stations, de tout ce que vous voulez. Euh, Avec l'IA Atlantique, avec ces nouveaux navigateurs, on va pouvoir carrément faire la réservation d'un forfait, du matériel, d'un séjour, etc., etc. Parce que, et tout ça pendant qu'à la limite, je suis en train d'aller manger, puisque j'ai juste à, voilà, comme tu disais, à cliquer, à dire, bah, écoute, fais-moi, voilà, ça me plaît ce que tu m'as proposé, fais-moi toutes les réservations, ou prépare-les-moi, parce qu'après, il y a quand même le sujet du paiement qui est un petit peu, qui reste un peu touchy. Euh, et ça, on va le retrouver. Donc, on a eu Fellow comme premier navigateur qui était relativement indépendant. Et ensuite, Comet chez Perplexity. Et puis, même s'il se positionne un petit peu différemment et plus sur le sujet de la data, on a désormais Atlas côté OpenAI qui permettent de faire ce genre de choses. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout à fait, enfin, pas tout à fait prêt, un euphémisme. Euh, Puisque l'agent, en fait, a besoin de prendre énormément d'informations, de faire énormément de tri. Je ne vous cache pas que dans tous mes essais, les risques d'hallucination sont décuplés. Je pense qu'il y a aussi un problème de fenêtre de contexte parce qu'à nouveau,
on génère énormément de data, en fait. Vous, quand vous regardez votre location de ski, par exemple, vous savez tout de suite à peu près ce que vous voulez ou cliquez, bah, l'agent, lui, il va devoir tout analyser. Bon, là encore, on n'est pas trop dans la frugalité, mais c'est quand même super intéressant. Voilà, ça pose plein d'autres sujets, mais il faut qu'on avance. Donc on va avancer. Et ben, cette idée d'agentique, elle est indispensable, bien sûr, aussi pour la suite, notamment pour l'IA incarnée, puisque bah, là, on voit tous de plus en plus de robots avec bon, une première initiative américaine qui est très marquante, qui est celle de Tesla, des Tesla Optimus. Alors, je me rappelle plus, j'ai pas revérifié, mais aux dernières nouvelles, il y en avait très peu de produits ou zéro de produits même, avec une ambition d'1 million à 2030. À mon avis, ça va plutôt se passer côté Chine, où on a à peu près 150 entreprises qui travaillent sur de la robotique. Beaucoup de choses, hein, si vous avez vu des vidéos récentes, il y a énormément de choses qui sont hyper opérantes. On arrive à baisser les coûts, on a des modèles Neotix qui sont à 1 400 $. Donc, enfin, vraiment, voilà, c'est vraiment là pour le coup aux portes de demain. Et donc le sujet, c'est comment se comportent en fait ces IA embarquées, ces IA incarnées, parce que c'est bien d'avoir le robot, mais il va falloir qu'il puisse être autonome. Donc on va vraiment dans cette idée d'agentique. Cette autonomie, bien sûr, elle est indispensable, comme on peut le voir dans ces différents cas, là, ce petit mapping des IA incarnées du CES 2026. Quand on pense par exemple à la voiture autonome, puisque bah, elle doit prendre des décisions en temps réel. Et donc on ne peut pas se permettre par exemple la latence d'aller interroger un serveur à l'autre bout du monde ou autour de la Terre avec des data centers, les prochains data centers de Tesla. Enfin, d'XAI, pardon. Euh, il y a un deuxième point qui est sous-jacent, je trouve, à l'IA embarqué et qu'on retrouve un peu dans tous ces exemples, c'est qu'au-delà de l'aspect latence, c'est aussi à nouveau, on retombe sur l'histoire de la consommation électrique, qui est vraiment le sujet. On sait très bien que aujourd'hui, c'est le sujet en fait qui bloque la progression plus que la puissance de calcul des puces. Euh, et en fait, ce qui est aussi intéressant dans le fait d'avoir dans un objet local une IA, enfin une IA locale si vous préférez, ça commence par ça, hein, bien sûr, hein, par votre téléphone, votre montre avant d'être un aspirateur intelligent, c'est que ben, la production électrique que vous utilisez pour faire marcher l'appareil, elle ne change pas en fait, vous l'utilisez déjà, donc elle ne va pas augmenter en fait pour aller faire des calculs si vous avez une IA en local, ou très peu de façon marginale. Là où quand vous devez appeler un LLM même, ou un modèle spécialisé, eh ben, vous faites un extra en fait en termes d'énergie. Donc ça, c'est une des pistes de réponse, bien sûr, aux besoins énergétiques. Voilà. Donc les deux éléments, un peu enfin, ou les trois éléments, si on veut, c'est tous les cas d'usage différents d'IA embarqués qui sont complètement, enfin, voilà, the sky's the limit, comme on dit. Le deuxième, c'est l'idée qu'on a besoin d'une IA locale parce que on ne peut pas se permettre d'avoir de latence, troisième point, il y a ce bénéfice qui est aussi une économie d'énergie. Alors, tout ça, c'est bien, mais est-ce que tout ça est synthétique? Et moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je prends la parole sur l'intelligence artificielle, c'est vraiment le moment qui frappe, je trouve, le plus les esprits, ou dont on me parle le plus après, en tout cas. Alors, peut-être je l'ai dit plus clairement. Et donc, en tout cas, petit challenge, Octavia, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que sont les utilisateurs synthétiques? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand on fait des études, alors principalement des études qualitatives, comment ça se passe? On a un modérateur, une modératrice, qui va interroger des humains, des participants humains, selon certains critères, et du coup, va venir poser plein de questions pour creuser le sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'IA? Qu'est-ce qu'un user synthétique, un utilisateur synthétique? Eh ben, on pourrait imaginer que le modérateur, donc ça reste un humain, eh ben, il va interroger non pas des utilisateurs humains, mais des utilisateurs synthétiques. Donc que l'IA aura créé sous les critères qu'on lui aura donnés. Voilà, je veux une personne, tel âge, tel milieu, qui a tel loisir, qui fait ci, qui fait ça. Et en fait, de pouvoir faire ces entretiens comme on le fait avec un humain, mais avec un utilisateur synthétique.
Et on peut même aller au-delà. On peut imaginer que ce soit plutôt le contraire, que le modérateur soit un modérateur synthétique, donc créé par l'IA, en lui disant, bah voilà, les objectifs de cette étude, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on veut avoir ça comme réponse à la fin, enfin, on veut creuser telle et telle thématique à la fin. Et en fait, le modérateur synthétique pourrait aller interroger des vrais humains selon nos critères et faire en sorte de bien les faire rebondir sur le bon sujet, d'aller creuser là où il faut. Ça, c'est tout à fait possible. Et même, on peut aller encore plus loin. On peut imaginer d'avoir un modérateur synthétique qui interroge des utilisateurs synthétiques. Et en fait, on les ferait interagir entre eux. Donc, le modérateur aurait bien dans son algorithme les principaux objectifs, les éléments à creuser, et les participants répondront bien aux critères qu'on aura sélectionnés et demandés en amont. Alors, ça donne un peu le tournis forcément parce que ça fait de l'expérience utilisateur artificielle. Néanmoins, pour probablement la majorité d'entre vous qui êtes dans les études, le produit ou l'UX, c'est des choses auxquelles que vous connaissez, une possibilité que vous connaissez déjà. Alors, on va essayer de pousser un petit peu le bouchon. Évidemment, c'est hyper prometteur parce qu'on s'affranchit de toute la logistique hein, des études, l'organisation d'entretien ou de focus group, le recrutement. Enfin, voilà, on a un gain de temps et d'argent qui est non négligeable. Et puis la promesse d'avoir des utilisateurs à la demande, ça c'est quand même assez formidable. Néanmoins, il y a deux points sur lesquels ça mérite de prendre du recul. Le premier point, c'est sur les résultats. Et il est double en l'occurrence, enfin, ou en tout cas j'ai deux éléments à partager avec vous. C'est que les utilisateurs synthétiques sont sympathiques. Comme votre LLM préféré, qui a tendance à vous dire oui à tout, même si c'est pas toujours la bonne réponse. Eh bien, en fait, ce qu'on constate, donc on a Nielsen Norman Group qui a fait par exemple une étude comparative avec le même protocole entre des utilisateurs synthétiques et un panel humain, et ils sont aperçus qu'il y avait plus 21% de tâches réussies par les IA. Donc ça, c'est quand même un problème pour nous qui sommes dans l'UX, par exemple, parce que ce qu'on veut chercher, nous, c'est les chemins les plus difficiles, globalement. Mais ça reste intéressant. Mais en tout cas, voilà, il y a ce premier élément d'optimisme, on va dire, si je simplifie. Et puis, on a d'autres recherches académiques. Donc, j'en ai pris une d'un groupe de chercheurs qui est mené par Sharma, qui montre qu'on avait plus 34% d'agrément sur les différents items sur lesquels on interrogeait les utilisateurs synthétiques, toujours par rapport à un échantillon humain. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus pernicieux parce que ça veut dire que vous allez avoir plus 34% d'hypothèses qui sont confirmées alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et donc, à moins d'être extrêmement rigoureux dans la méthode, ça va être difficile, surtout qu'on rentre en plein dans le biais de confirmation. Évidemment, c'est quand même, bien sûr, vous êtes scientifique, vous êtes rigoureux, je le sais, mais on est aussi humain. Et donc, quand on voit des résultats qui sont posés devant nous, à moins de les questionner fortement et d'avoir ce type d'éléments qu'on vient de vous partager, c'est un piège dans lequel il est quand même facile de tomber. Et je ne parle pas évidemment de certains de vos potentiels collègues qui seraient moins rigoureux dans l'approche de la recherche utilisateur. Et puis il y a un deuxième problème, comme je le disais, qui est un problème plus lié à la fabrication de ces utilisateurs, à l'entraînement synthétique puisque en croisant différentes sources, je me suis aperçu que pour disposer d'un échantillon synthétique pour une étude, il faut, il faut évidemment de la data humaine. Ça, c'est une évidence, hein. Je veux dire, ça ne vient pas de nulle part. Il faut entre 7 à 30 humains, il faut entre 100 et 800 heures d'entraînement, et il faut entre 10 000 et 75 000 dollars. Donc, alors sans même vous parler de la mise à jour de ces datas, on voit bien que pour l'instant, il y a quand même un problème économique ou d'équilibrage économique derrière cette promesse, qui peut largement s'améliorer, mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, on en revient à un sujet qu'on va faire qu'effleurer dans ce talk, parce que c'est pas vraiment le point, mais on en vient à un des sujets qui n'est pas tout le temps cité, mais qui est quand même hyper important, c'est qu'aujourd'hui, les tokens et le prix de l'IA est complètement subventionné par les fonds, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai vu un ou deux calculs de prix du coût réel de l'IA à l'heure actuelle. En fait, vous achèteriez vos tokens 100 fois plus cher.
Alors à nouveau, on peut faire de la productivité, on peut faire tout ce qu'on veut, mais voilà, il faut vous dire qu'aujourd'hui, vous payez 1% enfin, pour ceux qui payent hein, un accès premium ou autre, et pour des utilisateurs synthétiques, ça sera probablement le cas. Il y a, à ma connaissance, pas de plan free. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que je vais vous faire une démonstration à l'instant d'ailleurs. Donc chez Unguess, il y a un petit plan free, mais vous allez voir, c'est très spécialisé. Et donc voilà, il y a un vrai sujet d'économie là-dessus. Alors justement, puisqu'on en parlait, tac, nous on a fait le choix chez Unguess, comme tu en parlais Octavia, de se concentrer plus sur le modérateur synthétique. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Comme on n'est pas très rapide, je vais en sélectionner une seule, et c'est le fait que le modérateur synthétique, finalement, il a toujours la même mission. Donc quelque part, sa persona est stable dans le temps. Ce modérateur, on va aller voir ce qu'il fait. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un brief que tu m'as donné, enfin sur lequel on s'est mis d'accord avant. Donc voilà, une fois que je me log dans la plateforme, j'arrive ici et je vais faire créer une interview. Hop, donc on va appeler webinaire. On a plein d'imagination. Hop, donc dans Notion, j'ai le brief qu'on avait fait. Voilà, qui est relativement dense, hein, mais qui pourrait faire 2 lignes. Après, c'est des expérimentations que vous pouvez conduire. Alors, vous pouvez vous inscrire hein, sur cette plateforme et qui aujourd'hui, donc, on a 3 langues à la fois dans l'interface et dans l'entretien. Donc là, on va prendre le français, on va prendre une conversation en direct avec l'IA, et puis bah, bon, peu importe le nombre de testeurs, puisque on va faire en réalité un seul. Donc là, on est dans cette séquence d'orchestration dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que cet agent, en fait, il fait plusieurs choses. C'est pas forcément le même agent, en réalité, je simplifie d'ailleurs, qui fait les différents éléments. Et on a un premier agent donc, qui nous a écrit des questions sur la base de notre brief. Alors, première chose que je voudrais te dire, et après je t'interroge dans un instant, Octavia, c'est que là, vous voyez, on a une question directement sur le sujet de l'open banking, donc c'est le sujet qu'on avait choisi. On peut donner une base de connaissances supplémentaire sur l'environnement concurrentiel, pour plein de raisons, et notamment pour que le modèle ait tout de suite la connaissance de l'open banking et puisse l'expliquer typiquement à la personne qu'elle va interroger. Mais ce qu'on s'était dit, Octavia, c'est que ce guide, il n'était pas trop mal. Voilà, on peut intervertir des choses, etc. On peut peut-être enlever, voilà, je fais plus pour la démo, hein, enlever des questions. Toi, tu avais repéré une question qu'on pourrait améliorer, là, c'est ça? Ouais, rapidement comme ça, j'en vois deux. Donc Mhm. après, je trouve que le contenu, il est très intéressant et ça permet vraiment d'aller chercher ce qu'on avait envie d'aller chercher avec ce brief. Mais par exemple, quand je vois la première, comment percevez-vous l'open banking et son impact sur le scoring de crédit, Mhm. l'open banking, en fait, ne permet pas de changer un scoring. Il permet juste d'aller, d'accélérer la demande de crédit mais pas d'avoir un impact sur le scoring. Donc, typiquement, celle-là, il aurait fallu la réécrire. Euh, On peut peut-être déjà se dire, on va partir d'un principe simple, hein, exactement. Ou ouais. même, On va pas connaissez-vous? poser 2 questions en une. C'est ça. Allez, on va poser une première question. Ça permet de positionner notre utilisateur. Là, on fait une démo, donc on fait ça un peu à la hache, hein. Vous me Ouais. pardonnerez de ne pas être. Voilà. Donc là, on retrouve l'ensemble du brief que j'ai donné. Je peux repartir à la modification. Je peux encore changer l'ordre de mes questions. Bon, je vais enregistrer l'entretien. Et puis, on va pouvoir le lancer, cet entretien. Donc, voilà, on a un projet webinaire qui est en brouillon. Je peux l'archiver, je peux continuer à l'écrire et je peux l'activer, ce que je vais évidemment faire. Et là, hop, alors oui, pardon, dernière chose, je peux encore changer mon nombre de participants. Voilà. Tac, donc j'en mets 3. Peu importe, on va faire en fait, on va faire très très vite, hein, comme vous vous en doutez. Et là, je peux partager, pardon, mon lien d'entretien qui va me donner accès, qui va donner accès à des participants humains à ce modérateur virtuel. Mais je peux aussi demander à Unguest de recruter ces participants pour moi. Bon, et je tombe sur un formulaire de screener, enfin, un pré-screener, on va dire, hop, que vous pourrez aller voir. Alors, tac, tac, je vais passer un instant sur Chrome. Octavia, tu me confirmes qu'on voit bien que je suis dans Chrome maintenant? Ouais. Ah, On voit super. ta page Google.
Alors, je ne sais pas ce que ça va donner pour vous, pour être honnête, parce qu'on l'a fait plusieurs fois et normalement ça marche, mais peut-être qu'il va y avoir un petit souci avec le micro, etc. Bon, effet Bonaldi, effet démo, on va voir. En tout cas, ça, c'est l'expérience de moi, désormais, en tant que participant humain. On m'explique ce qui va se passer, je suis prêt, je veux démarrer cet entretien. On m'explique la partie plus technique, notamment la configuration audio. Donc, je vais accepter tout ça. Bonjour, bienvenue Ah, à cette dernier l'entretien. Je suis là pour vous guider à travers quelques questions. Êtes-vous prêt à commencer? oui, je suis prêt. Tu es un peu bégayé au début, hein? Je suis votre modérateur pour cet entretien. Nous allons discuter de topics. J'ai une question. N'hésitez pas à développer vos réponses. Je suis votre modérateur pour cet entretien. Nous allons discuter de l'open banking Bon. et de son Ah, intégration dans les parcours de demande de crédit. J'ai 7 questions. N'hésitez pas à développer vos réponses. Comment percevez-vous l'open banking? euh, eh ben, c'est un concept qui est un peu nouveau pour moi, mais ça a l'air intriguant. Je sais pas quoi t'en dire, pour être honnête. Je comprends que l'open banking soit un concept nouveau pour vous. Pourriez-vous me dire ce que vous pensez en entendant le terme open banking, même si c'est une première impression ou des idées générales? Bah, j'imagine que je vais pouvoir accéder à des établissements bancaires avec des données plus publiques au-delà de ma propre banque, par exemple. C'est une bonne intuition. L'open banking permet effectivement de partager vos données bancaires avec d'autres établissements avec votre consentement. Merci. Prochaine question. Bon, je vais interroger. Ah, pardon. Ouah, excusez-moi. J'ai cliqué deux fois, mais c'est bon. Ça, c'était ma faute, ça. Le début, c'était pas ma faute, mais après, c'était ma faute. Bon, je suis vraiment désolé parce que là, on a eu plein pot l'effet démo. Normalement, elle, elle ne bégaye pas comme ça. Et l'intro est propre. Voilà, je suis vraiment navré, mais je vous invite à vous faire votre propre opinion là-dessus. Et on va revenir, comme je le disais, sur l'idée. Alors, peut-être que l'interview est en cours de traitement, donc je ne sais pas si on va la voir là. C'est pas sûr. Mais on va revenir sur cette idée d'orchestration dont je vous parlais tout à l'heure, puisque on a un agent en fait qui nous a écrit le protocole. On a un agent, enfin plusieurs en l'occurrence, puisqu'il y a aussi une partie audio qui est spécifique avec lesquelles on a interagi, même si c'était un petit peu laborieux au début, mais vous avez vu après, c'était plus intéressant. Il y a eu une relance qui était relativement intelligente alors que j'ai fait un peu l'idiot. Et puis, on a un agent qui va aussi faire la partie évaluation, enfin analyse en l'occurrence des résultats. Donc là, il doit être encore en cours de traitement de la vidéo qu'il est en train d'enregistrer et de tout ce qu'il y a dedans. Mais si on va voir un exemple, donc sur le petit, voilà, j'ai un petit bouton Insight en fait qui est disponible maintenant sur quelque chose que j'avais fait sur le même brief. Je vais avoir, alors j'avais fait pareil, hein, quelque chose de très rapide en 1 minute. Donc on a une seule réponse en 1 minute, donc il n'y a pas grand-chose dedans, mais voilà, on a les principaux thèmes qui reviennent. Voilà. À nouveau, je peux que vous inciter à essayer tranquillement et sans la pression de vos 60 participants au webinaire. Non, vous avez mis zéro pression et c'était formidable. Mais euh, voilà, c'était pour la démo avec son petit couac au début et son enregistrement à la fin. Ça, c'est une première démo et puis on verra si on a le temps d'en faire une deuxième. Donc j'avance, je vois que le temps passe. Et je te passe la main bah, pour que tu nous parles plus d'un volet IA dans le secteur bancaire. En fait, qu'en pensent tes clients finalement, les clients de BPCE? Bah, justement, ouais, on avait cette interrogation d'aujourd'hui, on parle d'IA partout. C'est très important de savoir l'utiliser, de l'avoir dans son quotidien. Mais nous, en tant que filiale et acteurs du crédit à la consommation, les Français aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on utilise l'IA dans l'octroi de crédit pour eux, par exemple? C'est vraiment une question qu'on se posait. Et du coup, bah, on a sollicité un guest pour interroger ces Français et nous dire un peu quels étaient leurs regards sur ce sujet. Et on s'est rendu compte que, alors oui, l'IA, c'est très important, mais dans l'octroi de crédit, en fait, il y a encore une petite réticence, hein. On est un acteur bancaire. Le plus important, c'est la sécurité des données personnelles pour les Français.
et pour tout client en fait bancaire. Et du coup, dans ce contexte-là, on s'est rendu compte qu'ils étaient plus aptes à recevoir des conseils, à avoir sur leur manière de gérer leur budget, mais tout ce qui était des actions plus engageantes, comme bah, la demande de crédit. Pour l'instant, il y a encore une petite réticence, une petite peur vis-à-vis de l'IA. C'est-à-dire, on veut pas trop que l'IA, ça soit elle qui valide ou non sa demande de crédit. Quelques chiffres qui peuvent être intéressants à retenir. On voit quand même qu'il y en a 39% des Français qui aiment l'idée de l'IA dans l'octroi de crédit versus 61 qui sont plutôt en avis plutôt négatif. Et dans ceux qui ont des avis positifs, ce sont principalement bah, des CSP+, et des jeunes. Et pourquoi en fait bah, les jeunes sont peut-être ceux, la catégorie de population qui utilise le plus l'IA, donc qui sont déjà peut-être plus en confiance avec ces algorithmes-là. Et les CSP+, pourquoi ils ont un avis positif? Parce qu'ils savent de toute façon que leur demande de crédit à la consommation, bah, elle risque d'être acceptée, que ce soit évalué par un conseiller humain ou par une IA. Ils n'ont pas trop de peur par rapport à ça. Donc, ce qu'on peut retenir, nous, c'est que l'IA, c'est positif pour tout ce qui est accessibilité 24/24, 7/7. On fait sa demande le dimanche à 23 heures. On sait que l'algorithme, elle va accélérer le processus. Euh, c'est plus rapide. Mais en termes de crainte, évidemment, bah, il y a tout ce qui est bah, le manque d'humanité. On peut pas parler de notre situation propre. Peut-être qu'on a un cas particulier, donc on veut pas que notre demande, elle soit étudiée par une IA. Ou surtout, en fait, bah, la peur de nos données confidentielles. Quand on partage tout ce qu'on a sur notre compte, on n'a pas forcément envie qu'une intelligence artificielle, derrière, ça soit elle qui vienne analyser tout ça. Donc ça, c'est des... Nous, en tant que groupe bancaire, on utilise l'IA vraiment pour accélérer notre productivité, peut-être aussi proposer des conseils auprès de nos clients, mais on veut pas non plus aller plus vite que la lumière pour ce genre de demande. Donc dans l'octroi de crédit, on préfère vraiment respecter ce que ressent la population française aujourd'hui et d'aller à son rythme. Après, on sait que l'IA, c'est vraiment les mentalités évoluent très très rapidement. Donc, on se dit que c'était peut-être un chiffre qu'on allait suivre dans le temps, comme voilà, de façon barométrique pour vérifier s'il y a une évolution sur cette manière de penser aussi qui peut être très intéressante. Et pour nous, bah, de s'adapter, évidemment. Merci. Je vois qu'on a laissé le temps filer, donc on va parler d'interface, je vais essayer d'aller plus vite. Je crois que c'est moi qui suis le plus bavard. Donc, sur l'UX émotionnel, en fait, l'idée c'est que en fait, on est tout près, sinon on est déjà dans une ère où les interfaces peuvent s'adapter en temps réel sur la base du contexte utilisateur, de ses intentions, de ses capacités. Donc Google vient d'annoncer Natively Adaptive Interfaces, donc qui est plus lié à l'accessibilité, mais quelque part le potentiel il est aussi là derrière pour l'adaptation en temps réel. Et ben, en fait, finalement, quel meilleur tremplin pour ses capacités que d'aller chercher la partie émotionnelle. Alors, pour donner un exemple concret, par exemple, j'ouvre mon application bancaire pour la première fois, ou en tout cas du point de vue de mon device pour la première fois, parce que peut-être j'ai un nouveau device. Est-ce que moi, comment dire, on est capable de détecter mon état d'esprit et de se dire, bah, finalement, on va pas pousser à Thibaut à un onboarding parce que c'est pas le bon moment et on lui donnera cet onboarding un peu plus tard. Et évidemment, les possibilités sont infinies là-dessus. Et ce que ça peut changer aussi pour nous, ce que je trouve intéressant, c'est que toute la partie produit, design produit, en fait, va plus être seulement, ou plus du tout peut-être même d'ailleurs, de concevoir des maquettes, les interfaces, le code, etc., mais plutôt de scénariser tout ça. À nouveau, on revient à cette idée d'orchestrateur, de diriger, de trouver les règles d'adaptation, de comprendre comment l'environnement agit sur l'interface, parce que la valeur ajoutée, elle va peut-être être plus se porter là-dessus. Et alors toi, justement, sur ce sujet de l'UX émotionnel, Octavia, tu avais un exemple. Ouais, c'est ça. Nous, on a donc des centres d'appel avec les conseillers.
Et notamment quand ils doivent appeler des clients qui sont en retard dans leur remboursement de crédit, qui sont dans des situations de recouvrement, bah, on sait que c'est des situations qui peuvent être très sensibles. Et tout le monde ne réagit pas de la même manière. On a peut-être des personnes qui vont s'énerver, d'autres qui vont être tristes, d'autres qui vont être nerveuses ou anxieuses. Et en fait, on a fait une expérience où on a écouté des clients, évidemment avec leur consentement, pour savoir en fait comment réagir face à ces personnes-là, pour adapter le bon discours à la bonne personne. On ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui est très triste, à quelqu'un qui est très énervé. Et comme ce sont des situations délicates, l'IA permet d'analyser le ton de la voix de ce client-là et peut donner des conseils au conseiller derrière pour mieux adapter son discours, savoir comment le gérer aussi pour calmer la situation et répondre au mieux aux besoins de nos clients. Donc ça a été quelque chose qui a été très intéressant. Clairement, ouais, et avec ces nouveaux chiffres que tu nous donnes, hein, ouais. Mm. Alors l'étape d'après, c'est les interfaces zéro UI. Alors ça, en fait, c'est déjà aujourd'hui, hein. En réalité, si vous avez une voiture qui est relativement neuve, vous vous approchez de votre voiture avec votre téléphone, elle s'ouvre, vous vous éloignez, elle se ferme. Euh, donc, je passe pour les raisons de timing, de timekeeping. L'étape d'encore après, en fait, c'est le contrôle d'un produit à travers son cerveau. Probablement, vous pensez tous spontanément à Neuralink, à nouveau de l'ami Elon Musk. Cependant, Neuralink, c'est aussi une intervention chirurgicale. Donc, ça va être extrêmement positif pour des millions de personnes dont ça peut changer la vie pour retrouver des capacités d'interaction ou des capacités cognitives. Néanmoins, on a aussi des casques ce qu'on appelle casques non invasifs, donc comme BrainGate, comme NextMind, qui est un acteur français, comme OpenBCI, BCI pour Computer Interface. Donc qui vont dans ce sens. Voilà, on voit que l'interface se déporte et à nouveau, voilà, revenez à ce que je vous disais sur l'orchestration, sur le fait de scénariser ce qui se passe avec le produit, que ce soit un produit digital ou un produit physique, parce que finalement l'interface, potentiellement, elle disparaît, mais je surprendrai personne puisque on a parlé d'IA agentique tout à l'heure. On avait une deuxième démo que je vais non pas couper, mais je vais un peu euh, aller plus vite, on va dire. Donc c'est un agent expert qui peut conduire un audit sur la base d'heuristiques de Nielsen. Et il a des jeux d'heuristiques qui sont spécialisés selon les secteurs. Donc en fait, il va faire deux choses, enfin trois choses. Il va scanner un site. Il va ensuite essayer de le comprendre pour voir quel jeu d'heuristique il applique. Et trois, il va rendre un résultat d'audit. Donc, bon, on peut lancer. Alors, pour la frugalité, on va dire qu'on ne va pas le lancer. Voilà, comme ça fera une requête en moins. Mais vous voyez très bien le système. Je mets une URL, je donne un nom à mon audit, je choisis desktop mobile. Je peux donner un peu plus de contexte si c'est important pour moi. Néanmoins, globalement, il en a très peu besoin en réalité. Et puis, je lance. L'audit prend 3 à 5 minutes. Et le résultat qu'on a, c'est celui-ci. Donc voilà, comme je vous disais, bah, l'agent voit et comprend que le site groupebpce.com, c'est un site corporate qui s'adresse à différentes cibles et il va l'analyser en tant que tel. Et donc, il va nous donner un petit exécutif summary, les 3 points les plus intéressants à améliorer, sachant qu'à chaque fois, je peux avoir tout le détail hein, de pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et comment, enfin les recommandations. Donc c'est quand même assez complet. Je vais avoir la même chose sur les points sur lesquels capitaliser. Et puis je vais avoir, au-delà de mon top, je vais avoir tous les insights, entre guillemets, tous les points d'attention en vert, en positif, en rouge à améliorer. Voilà. Et là encore, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aller sans problème. On pourra vous mettre l'URL. Mais souvent, je poste sur LinkedIn l'URL de ce que nous, on appelle le garage Unguest. Donc voilà, vous pourrez retrouver ces deux outils et plus d'outils d'ailleurs là-dessus. Et on repasse en slideshow pour finir sur la partie éthique. L'éthique sur laquelle on croit énormément au niveau Unguest parce que
d'abord parce qu'il y a ce qu'on appelle les AI Act européens, donc qui, qui visent au niveau de l'Europe à dire que l'intelligence artificielle doit être bénéfique pour l'humanité et qui est quand même contraignant. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est un vrai atout, parce que il y a d'autres initiatives à droite à gauche, mais on est les premiers et globalement un peu les seuls à avoir une initiative régionale pour dire attention, on ne peut pas prendre l'IA n'importe comment. Ça passe notamment par deux choses, enfin, il y a plein d'articles, il y a plein de sujets, c'est assez intéressant, et ça c'est pas très compliqué à lire en réalité si vous regardez European AI Act. Euh, mais moi, je retiens deux choses. La supervision humaine, c'est l'article 14. Et donc, c'est l'idée que pour les systèmes critiques, typiquement la banque, on a besoin de contrôler les résultats, les outputs de ce que produit l'IA par un humain. Donc, on retrouve un peu le lien de ce que tu disais dans l'étude aussi. C'est déjà prévu. Et l'évaluation, et ça c'est globalement notre métier à tous là, dans ce webinaire, je pense, on est spécialiste des méthodes et de la rigueur autour de l'évaluation, et donc le faire sur un nouvel usage qui est celui des résultats et du fait que les résultats que propose un système IA soient bénéfiques à l'humanité. Et à nouveau, c'est défini dans les AI Act, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel Unguest se positionne. Alors, comme le dirait votre oncle préféré avant de mourir, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Je pense que ça dépasse ce cadre. Je pense que nous, en tant que concepteurs de produits et d'expériences, on a une vraie responsabilité. C'est-à-dire que les choix qu'on va faire sur des produits au sens classique, web, app mobile, etc., ou progiciel d'un côté, ou interface de demain, ces choix qu'on va faire, nous tous là, ils vont influencer sur l'inclusivité, l'éthique, l'accessibilité, et puis à nouveau la consommation énergétique de ces interfaces. Et donc on porte en nous, en tant que concepteur, cette responsabilité, on peut très largement l'influencer. On retrouve ce qu'on s'était dit tout à l'heure sur l'idée que bah, le premier changement qu'on peut voir arriver, c'est pour l'accessibilité. Donc avec de grands pouvoirs vient une grande accessibilité, puisque un certain nombre des innovations là qu'on a vues ensemble, elles vont avoir un impact direct pour des personnes en situation de handicap, que ce soit de la PMR ou des handicaps visuels, des déficients visuels ou auditifs, etc. Et puis, juste pour ouvrir, pour finir et pour ouvrir vraiment le spectre, l'idée de la singularité, qu'est-ce que c'est la singularité dans ce contexte? Ben, c'est l'idée que l'IA puisse demain devenir tellement intelligente et penser tellement vite qu'en fait on ne pourra plus communiquer ensemble, on ne pourra plus se comprendre, on vivra dans deux mondes, alors non pas dans deux mondes géographiques, mais dans deux mondes intellectuels, puisque en fait on n'aura plus du tout le même rythme de pensée. Si vous voulez prendre, alors si vous voulez pas que je spoil la fin de Heure, je vais prendre plutôt un parallèle avec la forêt. Et je vous invite à voir Heure parce que c'est vraiment ce sujet qui se passe entre Théodore et Samantha au-delà d'être un très beau film, mais le parallèle avec la forêt, c'est que quand vous allez en forêt, vous voyez bien que les arbres sont vivants, ils savent communiquer avec leur écosystème, ils agissent d'ailleurs aussi sur leur écosystème, mais d'une façon qui est complètement incompréhensible. Et c'est réciproque, je vous rassure, même si vous faites un câlin à un arbre, il ne vous comprend pas, ou elle ne vous comprend pas, je ne sais pas quel est le genre des arbres. Et c'est cette possibilité-là, en fait, c'est une des possibilités qui est évoquée dans l'évolution de l'IA sentiente. Bon, on n'en est pas encore là, puisque là, on est plutôt sur la quête de l'AGI, l'intelligence générale artificielle. Mais c'est un des scénarios possibles. C'est un scénario qui est quand même beaucoup plus positif. Enfin, on perdrait un ami, a priori, mais qui est quand même beaucoup plus positif que le scénario Terminator, où l'IA choisit que pour le bien de la planète, ça serait bien qu'on soit pas là. En tout cas, voilà, on vous laisse méditer là-dessus. Ce sera le mot de la fin pour ouvrir un petit peu les chakras. Et on vous a mis... Pardon, oui, alors je ne vais pas les passer parce on est en retard, c'est pas bien, mais on vous a mis quelques key takeaways, et on vous a mis toutes les sources, et là-dessus, on va s'arrêter pour la présentation elle-même, et on va prendre vos questions. Voilà, j'ai fait une pause exprès pour un éventuel montage. Alors, je suis désolé, je tourne la tête parce que vos questions, pour moi, elles sont sur un deuxième écran.
Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas mort de faim. Il y avait un gros écho, j'en suis désolé, j'espère que c'est passé. Le chat est désactivé, c'est normal sans être normal, on va essayer de changer ça la prochaine fois. Alors avant de passer voilà, là, on est moins dans des questions logistiques, avant de passer à ça, Octavia, je voulais te remercier bien sûr, je voulais aussi tous vous remercier pour votre participation. Euh, on espère que ça vous a plu. Et on espère que vous avez sinon appris des choses ou au moins entrevu de nouveaux horizons, même si on sait que d'une semaine à l'autre, potentiellement, vous saviez déjà les trois quarts de tout ça. Donc voilà, c'est le risque qu'on prend. Donc je prends la question suivante, qui est combien de personnes aujourd'hui sont prêtes à passer à l'agentique et IM? Alors, je crois qu'il y a plusieurs questions en réalité. Je n'ai pas la réponse à cette question, très clairement, comme je n'ai pas d'études là-dessus. S'il y a un client dans la salle qui veut monétiser avec nous cette étude, on en sera ravi. Sachant tout ce que ça implique, confier ses données bancaires, etc., pour effectuer une réservation d'un séjour au ski, par exemple. Ouais. Donc, bah, effectivement, peut-être que d'abord, le séjour au ski, c'était pas le bon cas d'usage. J'ai choisi un cas d'usage qui était relativement universel. Ce qu'on voit souvent, c'est que ça peut typiquement être une percée où le cas d'usage va plus être un cas d'usage B2B. Donc, ça peut beaucoup simplifier le sujet, puisque dans un cas d'usage B2B, bah, par exemple, la transaction n'a pas besoin d'être financière, elle a pu avoir lieu avant. Et également, on est dans un système qui va être fermé, c'est-à-dire qu'au-delà des données bancaires, on peut avoir des données, voilà, comme tu disais d'ailleurs, Octavia, comment s'appelle votre IA déjà? Maya. Maya, voilà. Quand vous parlez à Maya, quand tu parles à Maya, bah, tu sais que c'est dans un environnement fermé. Enfin, sauf si toi tu décides de l'ouvrir, Mm, mm. mais il n'y a pas de fuite de données. Donc ça peut être ça peut déjà être un premier pas vers l'IA agentique. Et clairement, c'est aussi la raison pour laquelle N8N marche si bien, hein. C'est des workflows qu'on va utiliser beaucoup plus en B2B, à part bon, quelques influenceurs qui montrent comment faire sur YouTube, mais sinon ça s'arrête là, hein. Et puis aussi, enfin, le secteur bancaire essaye aussi de s'adapter. On peut générer des cartes bancaires qu'on n'utilise qu'une fois. Donc en fait, même si on le donne à l'IA, ce sera pas, même ça peut pas être, si c'est volé, ça ne marchera pas aussi. Donc il y a aussi des manières aussi de s'adapter pour pouvoir donner ces données bancaires, mais pas ces données qu'on utilise tout le temps. Hmm. Alors j'ai vu quand tu parlais que j'avais passé les mauvais slides, enfin bref. Donc voilà, je vous montre les sources dont j'ai parlé, les key takeaways dont j'ai parlé, puis on va retourner sur Joachim Phoenix parce qu'il est trop super. Une IA en local déporte la consommation électrique sur les terminaux utilisateurs. Alors oui mais non. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que comme de toute façon il est déjà en train de consommer et que on ne... comment dire? Là, si j'utilise mon téléphone et je fais une requête sur Google, là, clairement, j'ai tout le circuit de faire une requête, la consommation en plus, etc. Donc, mon téléphone, en plus de son fonctionnement normal, il va faire une action en plus. Si l'IA, elle est en local, en réalité, je tape que de façon très marginale sur mon processeur. J'augmente un peu ma consommation électrique, mais c'est vraiment marginal par rapport à, bah, d'une part, tous les appels et d'autre part, comment dire, une ferme de serveurs qui est en train de réfléchir à ma requête, en train de se poser la question de quelle est la portée, enfin quel effort il doit donner, etc. Et aussi parce que souvent on est sur des modèles qui sont plus spécialisés en fait. Donc de toute façon, les modèles spécialisés et les modèles locaux par extension sont une autre approche pour diminuer la consommation électrique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Il y a plein de sujets sur, c'est pareil, on aurait pu passer une demi-heure de plus sur la partie électrique, c'est hyper intéressant. Ça sort un petit peu de l'UX, mais c'est quand même hyper intéressant. Comment le concept d'expérience ou d'expérience vécue est-il abordé par les modérateurs ou utilisateurs synthétiques? Alors, je suis désolé, Octavia, je ne sais pas comment tu comprends la question. Je sais pas trop non plus. Expérience, à mon avis, on évalue plutôt un moment particulier ou des thématiques plutôt que l'expérience globale qui, oui, doit être vécue par un humain. Là, ce serait plutôt des questions sur des sujets précis, j'imagine. Et pour les modérateurs, on ne parle pas de l'expérience, mais plutôt d'objectifs. C'est une manière de bien savoir rebondir sur ce qu'a vécu l'humain derrière. Moi, je la comprends comme ça, cette question. Mhm. Mhm.
L'autre possibilité, peut-être je vois en relisant la question, c'est est-ce que, parce que là on était plus sur un sujet entre guillemets exploratoire, parce qu'on est parti Hmm. sur un déroulé autour de l'open banking, donc finalement c'était un Kali Explo sur Oui. bon, l'idée d'open banking, mais ça pourrait être autre chose. Donc oui, en tout cas, on peut à partir du moment où on a une interface ou une autre expérience, mais disons une interface, on peut faire conduire de demander au modérateur en fait d'assister la personne au fur et à mesure qu'elle passe de page en page et de lui poser des questions et des relances. Et on a Euh, parlé de Kali, mais je veux dire aussi en oui, Quanti, quand on pose quelques questions ouvertes, on sait très bien que la plupart des réponses, parfois, c'est des points, des tirets, des rien à dire. Et on perd en fait de la donnée et le modérateur synthétique pourrait faire en sorte d'avoir des réponses courtes, évidemment, on est dans un quanti, mais qui répondent bien à la question et sur le sujet. je te remercie. Je te remercie, c'est vraiment un sujet clé, c'est-à-dire que c'est un vrai bridge, un vrai pont entre le Kali et le Quanti. Donc tu as évoqué du Quanti quelque part vers le Kali avec les questions ouvertes. Dans l'autre sens, du Kali vers le Quanti, ce que permet un modérateur synthétique, à nouveau, c'est pas forcément de remplacer systématiquement un qualitativiste humain, mais ça peut être d'augmenter sa cadence. Donc par exemple, bah là, si j'ai 50 personnes qui sont disposées pour répondre à un entretien, pour un qualitativiste humain, ça va être vraiment très très lourd. Peut-être qu'il peut en faire 8-10 par exemple, plus bien entendu, mais supposons 8-10 pour se simplifier la vie. Bah, notre modérateur synthétique, lui, il peut approcher les 40 autres personnes en parallèle en plus. Donc il n'y a pas de coût planning attaché. Donc il y a un vrai, il y a des vrais ponts, je trouve, pas forcément dans un remplacement, mais dans des cas d'usage de complémentarité. On a davantage, alors je pense qu'il manque le mot impression, on a davantage l'impression d'assister à un questionnaire qu'à une interview quid de l'empathie. Euh, alors moi, je ne me suis pas senti agressé par mon modérateur synthétique, si c'est le sujet. Enfin, je me suis pas senti, j'ai pas eu l'impression, j'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à un humain, hein, bien sûr, mais c'était pas, enfin, ça m'a pas semblé artificiel, si vous me permettez le jeu de mots. Alors, je sais pas si votre prénom c'est Lucien ou Michel, pardon. Mais c'est un sujet, évidemment, c'est un sujet qu'on regarde. Est-ce que, en plus de l'empathie, est-ce que la conversation est fluide? C'est pour ça, évidemment, que vous m'avez vu gêné quand il y a eu ce bégaiement au démarrage. Euh, donc, une des difficultés, voilà, on se dit tout, hein, on partage. Une des difficultés qu'on a, c'est le temps de latence entre une question et une réponse. Enfin, ou plutôt à la fin d'une réponse, combien de temps on attend en se disant, bah, peut-être que Octavia va rajouter quelque chose dans 2 secondes, mais pour garder de la fluidité, il ne faut pas non plus qu'on attende trop avant de poser la prochaine question. Donc, aujourd'hui, on itère, notre best practice, c'est entre 3 et 4 secondes entre deux questions. Mais 3 à 4 secondes, ça peut sembler long dans un, voilà, enfin, dans un cerveau humain. Voilà. Un arbre, merci. Donc, merci beaucoup. Et oui, oui, tout à fait. Un arbre, oui, bien sûr, oui. Quel outil IA pour un UI kit? Faudrait préciser un peu la question, Séverine, peut-être. Euh, Moi, je dirais déjà sur les plugins Figma, il y a des choses qui produisent des composants. J'ai un doute sur. Je ne sais pas si toi, Octavia, tu as des. Je sais pas trop. Je pourrais, Séverine, si vous m'écrivez sur LinkedIn ou par mail, sans problème, je regarderai ça un peu plus. J'en ai pas. Enfin, c'est vrai que je viens plutôt de la recherche à la base, donc euh, c'est moins ma spécialité. On a parlé du fait qu'il est essentiel de savoir prompter, quel conseil donner pour se former correctement. Oui, bah, il y a plusieurs formations. Alors, le premier conseil, je dirais, c'est de savoir prendre du recul. Ça, c'est vraiment la base. C'est quoi que vous fassiez, c'est de ne pas prendre pour argent comptant des résultats. Moi, j'ai encore trouvé, enfin, tout à l'heure, je parlais de Google NAI. J'ai encore trouvé, enfin, ça existe depuis février, mais l'IA m'avait mélangé Google AI avec un autre concept, en fait. Enfin, faisant proposer que ça fasse quelque chose que ça ne fait pas, en fait. Donc, toujours vérifier. Et c'est là où moi, personnellement, j'ai des doutes parfois sur la productivité, parce que comme vous passez quand même beaucoup de temps à vérifier des choses, bah, voilà, il y a une vraie question
il y a une vraie question de où est la productivité ou pas, même s'il y a certains modèles qui sont vraiment impressionnants et qui sont, voilà, qui donnent des cadres comme Notebook LLM, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà processées, donc le risque de partir en vrille est moins vrai. Pour revenir à votre question, offline, je peux vous donner, je peux vous recommander une ou deux formations, mais souvent ça se passe, enfin, vous pouvez trouver du contenu gratuit la plupart des entreprises aujourd'hui le font. Si vous travaillez dans un cadre d'entreprise, je vous recommande vraiment, et que ça n'a pas été fait, je vous recommande, enfin, moi, tous nos clients, et comme BPCE, typiquement, sont passés dans cette moulinette et ont appris au moins ce minimum-là avec les règles d'éthique, etc. Donc ça me semble... voilà, je suis désolé, c'est pas une réponse très concrète. Contactez-moi là encore si vous voulez, pour que je puisse vous donner un ou deux noms, mais je ne vais pas le faire sur une vidéo. Euh, Un mélange de Figma et un AI. Bah oui, oui, bah complètement. Enfin, déjà c'est Lovable. Enfin, alors oui, pardon. Ah, ça fait allusion à l'UI Kit. Ok, pardon. Du coup, je me disais que c'était une autre question complètement, mais donc j'ai toujours pas la réponse. Mais sur le mélange de Figma et un AI de code, c'est Lovable. Vous le pitchez, enfin vous lui écrivez un prompt. Et on va aller jusqu'à l'écriture de code qui est réputé pas très bon, mais après ça peut s'auditer avec Claude, ça peut. Euh, Puis il y a d'autres façons. Google a aussi sorti récemment un nouvel outil qui est Gravity, qui permet de faire des applications de A à Z. Donc on est un peu moins dans l'idée du design. Par contre, voilà, vous promptez sur typiquement. Alors on l'a pas fait du tout avec Gravity, d'abord parce que c'était pas sorti, et ensuite parce que on travaille avec nous-mêmes notre propre équipe d'IA engineers chez Unguess, mais ça aurait pu entre guillemets être quelque chose. J'aurais pu prompter Gravity à me faire un auditeur expert d'IA, du X, pardon. Alors en l'occurrence, je l'ai fait, mais comme il ne sait pas scraper une page, bah, ça limite. Voilà, à nouveau, on en revient au fait qu'on a besoin d'un autre agent pour aller scraper la page, lui donner les infos, etc. Voilà, toute cette orchestration dont on a parlé plusieurs fois. Comment gère l'IA gère, bah voilà, ouais, tout à fait. Comment l'IA gère les temps de silence des participants et comment les interprète-t-elle? Idem pour les attitudes et le ton de la voix. Donc il y a deux questions. À nouveau, on tâtonne. Donc, il y a une gestion des silences qui est beaucoup mieux que ce qu'on avait au tout début, très clairement, où l'agent pouvait interrompre la personne sur un tout petit silence. Maintenant, c'est beaucoup mieux et on a trouvé à nouveau cette zone de 3 à 4 secondes. Alors, je crois que c'est 2 à 3 peut-être quand c'est le répondant et 3 à 4. Enfin, bref, c'est ajusté. Et dans l'analyse, c'est pris en compte plus pour la voix, parce qu'en fait, on fait un enregistrement en vidéo, mais aujourd'hui, on n'analyse pas encore la vidéo, on s'est concentré pour l'instant sur la voix. Voilà. C'est un des développements. Les deux démos qu'on vous a fait aujourd'hui, donc c'est dans ce qu'on appelle nous le garage, et donc c'est vraiment des produits qui sont encore expérimentaux et où on itère très très rapidement. Donc c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on peut faire des améliorations voilà, rapides sur quelque chose qui est de l'ordre du MVP. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me passer vos retours si vous le souhaitez. Et j'ai noté, malgré que c'est pas été ma perception personnelle, mais j'ai noté le manque d'empathie qui avait été perçu. Comment l'IA gère les personnes ayant des accents ou des problèmes d'élocution? Bah, elle le gère autant que le modèle le permet en fait. C'est-à-dire, on est tributaire là donc nous, on a 30 alors là, on conduit trois langues, mais si on revient à la plateforme, Unguess elle-même, elle gère 31 langues. Et c'est facile d'ajouter une langue parce qu'en fait, en réalité, on a un prestataire qui nous fournit en fait cette data et ensuite on l'interroge et voilà, c'est dans notre orchestration d'agents. Euh, et donc les accents, en fait, bah, c'est vraiment lié à la qualité et à la masse de données qu'il y a. Donc souvent, les accents sont mieux gérés en anglais parce qu'il y a eu plus d'accents différents qui ont été ingérés par le modèle, mais c'est pas toujours vrai. Alors cela dit, ça commence à être un peu vieux, mais je me rappelle d'entretiens on avait dû jeter les transcriptions
de personnes de Hong Kong qui nous avaient parlé en anglais parce que les accents étaient trop forts. Mais ça commence un peu à dater, donc je ne sais pas si c'est toujours vrai. Et puis à l'inverse, bah, le modérateur, en fait, à la base, c'était un modérateur, c'est-à-dire qu'il avait une voix masculine. Et donc, dans les changements que j'ai demandé à notre équipe produit, je leur ai dit, bah, d'une part, bon, alors c'est pas un stéréotype, mais c'est vrai qu'un peu plus souvent, et même je préférerais quand même avoir une voix féminine pour être dans l'écoute. Et d'autre part, est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui est moins un accent québécois? Donc on avait notre modérateur, sa première version avait un accent très fort québécois, enfin très fort, marqué, on va dire, en québécois. Et donc bah, là, je pense que vous voyez que l'accent de cette voix féminine est quand même beaucoup plus neutre. Voilà. Voilà où on en est là-dessus. Mais Je dirais que c'est lié au modèle. Oui, Octavia. même l'IA, pour le coup, sur tout ce qui est accent, problème d'élocution, peut être plus performant qu'un humain. Parfois, quand on n'y est pas confronté ou on comprend pas forcément l'accent en face, et parce qu'on n'est Ouais, juste pas habitué, alors que l'IA peut être plus souvent nourrie et du oui, coup peut plus comprendre, quoi. ouais, tout à fait, tout à fait. Et il reste une question. Non, il reste pas une question, mais c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, bravo. Bon, ça, voilà, c'est merci, merci pour le bravo. Et ben, on va vous libérer parce que vous devez avoir faim, j'imagine. Voilà, on reste encore une minute ou deux si jamais quelqu'un d'autre a une question, mais un grand merci à tous. C'était un plaisir de partager ces éléments avec vous et on espère que c'était intéressant. Merci beaucoup, merci à tous et merci Thibaut pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté, Octavia.